Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition en fin d'après-midi à 17h. 1 heure cette fois-ci pour décrypter les tendances et les enjeux des marchés financiers. Une émission que vous pouvez évidemment retrouver en replay sur le site bismart.fr et nous écouter également en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, les marchés financiers internationaux et notamment chinois accueillent plutôt bien les décisions prises par le gouvernement chinois ce week-end qui traduisent un assouplissement de la ligne de Xi Jinping en matière de soutien à l'économie chinoise mais aussi de politique zéro Covid. Le gouvernement chinois a en effet annoncé prendre 16 mesures de soutien pour son économie et même si nous ne les connaissons pas encore toutes en détail, il ressort la volonté du gouvernement d'apporter un soutien supplémentaire au crédit pour les promoteurs immobiliers en difficulté, une façon d'agir contre les nombreux chantiers à l'arrêt en Chine qui entraînent eux-mêmes des arrêts de remboursement de la part de propriétaires non livrés. Nous commenterons cet assouplissement de la politique chinoise dans Smart Bourse tout en revenant évidemment aussi sur l'assouplissement lié à la politique zéro Covid en Chine qui réduit de 2 jours la quarantaine obligatoire pour entrer sur le sol chinois et donne également un peu plus de visibilité aux vols internationaux au départ de Chine. Nous reviendrons également dans Smart Bourse sur la politique monétaire de la Fed dans cette émission. Donc, alors que les marchés ont applaudi vendredi la statistique d'inflation plus faible que prévue aux États-Unis pour le mois d'octobre. Ce week-end, Christopher Waller, le gouverneur de la Fed, a réagi en rappelant que le cycle de hausse de taux de la Fed est loin d'être terminé et que celle-ci ne se basera pas sur une seule statistique pour y mettre fin. Mais il a également concédé que les futures hausses de taux pourraient se faire à un rythme plus modéré. Le marché semble actuellement pricer une prochaine hausse de taux de 50 points de base, ce qui est venu donner donc un petit peu d'oxygène au marché actions vendredi. Et nous commencerons enfin cette nouvelle semaine boursière avec le plan de trading, un plan de trading durant lequel nous reviendrons évidemment sur le séisme qui secoue actuellement l'univers des crypto-monnaies à la suite de la faillite de l'opérateur FTX. Nous en parlerons tout de suite. Et nous commençons tout de suite cette semaine boursière avec le plan de trading de Smart Bourse. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau pour ce plan de trading par Vincent Bois, analyste technique chez IG. Bonjour Vincent Bois. Bonjour. Bienvenue sur le plan de Smart Bourse. Donc on commence comme toutes les semaines ce plan de trading avec vous, avec IG. Et on va revenir sur une actualité financière, mais surtout liée au marché des crypto-monnaies. Actuellement, la semaine dernière, l'opérateur FTX s'est déclaré en faillite vendredi dernier. Une faillite qui a été assez rapide, mais qui est intervenue après, j'ai envie de dire, une crise de confiance qui a commencé début novembre. On ne va pas revenir sur toutes les étapes, mais il y a également eu des passes d'armes entre Binance et FTX, des déclarations successives sur Twitter. Et actuellement, il y a 2 questions finalement pour le secteur des crypto-monnaies à la suite de la faillite de FTX. C'est d'abord les utilisateurs de FTX vont-ils pouvoir retrouver leurs fonds qui sont sur cette plateforme alors que la plateforme s'est déclarée en faillite et les retraits ont été bloqués, pas pour tout le monde mais ont été bloqués. Et la deuxième question, c'est est-ce que cela va amener plus de réglementation ? Ça a un impact évidemment sur le cours des crypto-monnaies, Vincent Bois. Tout à fait. Le premier risque, c'est effectivement de récupérer ces fonds, ce qui va être difficile très probablement parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes, surtout que maintenant c'est en faillite. Et donc, il va y avoir probablement une priorité à d'autres parties prenantes dans cette histoire. Des fonds qui ont disparu et donc on ne va pas les faire réapparaître. Donc, récupérer ces fonds va être très compliqué, très probablement, pour les personnes qui ont des fonds, des particuliers ou même des institutions. Donc, pour la réponse à la première question, ça va être très difficile. Et la régulation, en effet, va très probablement mettre sa main un peu plus dessus. L'année 2022 déjà était un peu en train de surveiller beaucoup plus les crypto-monnaies avec une faillite du presque le deuxième acteur finalement, la deuxième plateforme de trading. Oui, FTX était la deuxième plus grosse plateforme au monde. Ouais. Ça montre que finalement dans ce marché, personne n'est à l'abri, que ce soit les clients ou même les sociétés. Donc la régulation, probablement, on va en entendre parler et cela pourrait amener à une modification justement et
une baisse encore plus de la confiance que l'on a dans les crypto-monnaies. Et donc, va probablement se ressentir sur les prix que l'on voit actuellement. Hein, Bien sûr, oui. le graphique que l'on voit ici. Ça, c'est même d'ailleurs déjà un petit peu ressenti quand même sur le cours de Bitcoin depuis ces derniers jours. Alors, depuis ces derniers jours, oui, tout à fait. On était sur les 21 000 $. On est maintenant vers en dessous des 16 000 $, autour des 16-17 000 $. Mais on attend plutôt un retour baissier. Hein. On en parlait, ou en tout cas, j'en parle depuis un certain temps du Bitcoin, où cette tendance baissière qui a commencé finalement par la baisse des indices américains, et donc qui était très liée aux indices américains, qui s'est commencé en novembre, et va se poursuivre. Et très probablement, on peut aller chercher actuellement les 13-14 000 $. C'est l'objectif que l'on voit ici sur le ruban bleu, justement, l'extension de Fibonacci, les 12 900. Donc maintenant, on est surtout en dessous des 20 000 $, ce niveau technique, mais aussi psychologique Bien important. Sûr, oui. C'était l'ancien plus haut historique du précédent bull run, du marché haussier qu'on avait vu en 2017. Et donc, sous ce niveau, on va perdre une confiance importante. Et puis, toutes les personnes qui sont rentrées après septembre 2020 sont maintenant en négatif. Donc, la confiance, plus la baisse des prix, plus les acteurs qui sont en train de tomber, finalement, FTX, mais très probablement les conséquences sur d'autres acteurs dans les crypto-monnaies. Il y a un risque de tache d'huile, effectivement, de crise de confiance qui pourrait avoir un impact sur d'autres plateformes de crypto-monnaies ? Bien sûr, on entend justement certaines rumeurs sur Crypto.com, qui est une plateforme importante, qui a également fait du sponsoring de sport. Il y avait la F1 ce week-end, on voyait justement Crypto.com. Il y a des risques ici. Il y a Huobi aussi qu'on entend un peu moins ici en Europe, qui est plutôt en Asie, mais qui est une plateforme importante et qui pourrait, rien n'est vérifié, rien n'est fait, avoir des soucis de liquidité. Mais il pourrait y avoir d'autres acteurs également. Donc il y a un sujet confiance, je reviens sur le graphique que vous nous présentez, donc sur le cours du Bitcoin. Vous nous disiez qu'il y avait déjà une tendance baissière avant les événements de la semaine dernière. Selon votre analyse, est-ce que vous revoyez votre analyse avec encore plus de potentiel de baisse avec les événements de la semaine dernière, ou on reste sur la tendance que vous aviez déterminée ? Non, pas vraiment. On reste pour le moment, en tout cas, sur le point bas, sur les 13-14 000 $, qui est plutôt technique, sur la liquidité, qui est présente justement entre 13 100 et 14 000 $. Donc pour moi, à court terme, ce n'est pas une raison pour avoir finalement une perspective plus baissière. Je pense que dans les graphiques et dans l'analyse on-chain, donc de la blockchain, on pouvait voir que la tendance était baissière, probablement parce que cet événement était déjà pricé, ou en tout cas, on voyait FTX très probablement qui agissait pour essayer de se couvrir, ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'on le voyait précédemment sur les graphiques, sur l'analyse on-chain et sur l'analyse de la liquidité, sans savoir finalement que c'était ça qui amenait à une tendance baissière. Donc le point bas, 13 000, 14 000 pour le moment, mais on peut par la suite aller plus bas, parce que si on regarde justement, on va regarder le Dow Jones, on va regarder des indices qui rebondissent, qui ont une première tendance baissière sur l'inflation, et puis on va se diriger petit à petit vers la récession. Donc ici, pour moi, on parlait du Bitcoin et ça va être la même chose avec le Dow Jones. Un point bas sur les 13-14 000. Est-ce que vous voyez une corrélation directe entre les deux, ou en tout cas vous l'identifiez précédemment dans les analyses techniques Oui, il y a une corrélation. Si on regarde le point haut ici, on retrouve la fin de l'année 2021. D'accord. Bitcoin, c'est pareil. C'est le même type. Le Dow Jones a baissé un peu plus tard, mais si on regarde le Nasdaq 100 sur l'indice technologique, le point haut est en novembre, au même point que sur Bitcoin. Donc la corrélation était extrêmement importante. À court terme, on peut se poser des questions sur cette corrélation, puisque le Dow Jones que l'on voit ici est en train de progresser. Bien sûr, il réagit aux annonces, en tout cas aux chiffres de l'inflation potentiellement, alors que le Bitcoin réagit à une actualité propre à son secteur. Tout à fait. Mais pour moi, la corrélation est encore assez forte. Et donc, on a un rebond actuellement. Personnellement, sur le Dow Jones et les indices américains, j'attendais une autre jambe de baisse pour aller chercher d'autres niveaux sous les 30 000 points qu'on n'a pas eu, parce que justement il y a eu ce rebond. Alors il faut voir aussi que le rebond s'est réalisé, était aussi fort parce que beaucoup de gens sont avec des options de vente, sont plutôt à vente à découvert. Mais lorsqu'il y a un rebond et que vous avez des produits qui vendent le marché, vous allez vous protéger en achetant des actions et en achetant des Bien call sûr, options. oui, d'accord. Donc ça va augmenter la hausse, alors que la majorité du marché est à la baisse. Donc pour le Mais moment, en se protégeant de ces positions à la baisse, on fait augmenter le marché. Exactement. C'est ça, voilà. Le mouvement est encore plus puissant, alors que beaucoup sont avec des produits qui sont finalement pour investir à la baisse. Donc finalement, ça veut dire qu'une hausse d'un indice peut être un indicateur pour dire attention, il y a beaucoup de gens qui sont orientés à la baisse actuellement sur cet indice. Tout à fait. Il y a beaucoup de. C'est comme ça qu'il faut bien regarder derrière, en fait, quels sont les mécanismes à l'œuvre. Tout à fait. Il y a des ratios, c'est le put-call parity, donc le nombre de personnes qui ont des produits qui vendent et des produits qui achètent. Et on était au plus haut, donc ça veut dire que la
plupart des gens, la plupart des investisseurs sont à la baisse, mais protègent leurs produits en attendant que ça baisse réellement. Donc finalement, on peut se dire que le Dow Jones, comme les indices américains, Nasdaq 100, S&P, devrait continuer de baisser. Ici, c'est extrêmement important. On a eu une hausse de 7,5% sur le Nasdaq jeudi après l'inflation, alors qu'on est toujours à 7,7% d'inflation. Donc, et que la Fed se montre toujours assez agressive et toujours hawkish, donc moins accommodante. Donc ici, niveau technique, puisque nous parlons ici de niveau technique, bien sûr, oui. On a cassé la moyenne mobile 200, le trait rouge que l'on voit ici, proche des 32 530. Et d'ailleurs, lorsque j'étais sur ce plateau ici il y a quelques semaines, on était un peu en dessous et donc on a bien touché les différents niveaux. On est allé au-delà de ce qu'on avait anticipé finalement. Mais ici, on peut aller chercher maintenant les 34 000, 34 200, donc le plus haut qu'on a vu en juillet, mais qui a conduit également à une baisse. Mais pour moi, on peut encore gratter un peu de performance haussière, mais on reste tout de même dans un risque extrêmement baissier. Et au-delà de l'inflation, qui va probablement être moins regardée par les investisseurs, puisqu'on voit ce sont des bonnes nouvelles, la politique monétaire de la Fed va être un peu moins agressive. On va avoir des hausses de taux, mais moins importantes. Et puis après, probablement, on va se diriger vers la récession, qui pourrait amener à d'autres baisses par la suite. Si on regarde dans le passé, la crise de 2000, la crise de 2007, ce n'est pas parce que la Fed a fait son pivot, a baissé les taux, que les marchés montaient. On a eu quelques mois de décalage parce que les marchés, au-delà de la politique monétaire, se sont intéressés à la récession. Donc on va probablement avoir le même type d'évolution. Donc pour moi, on reste dans une tendance baissière, les 34 000, 34 200, mais probablement un retour en arrière et de nouveau plus bas par la suite. Mais ici, on a quand même gagné du temps. Si on fait un focus à présent sur la situation française, sur le CAC 40, alors le CAC 40 qui connaît un phénomène de rebond depuis fin septembre, début octobre, où est-ce qu'on en est actuellement ? Est-ce que ces bonnes nouvelles, notamment en matière d'inflation, se voient techniquement et permettent d'envisager un rebond plus conséquent ? Alors, c'est le même scénario finalement. Hein. Les indices européens sont aussi bien sûr impactés par les indices américains. On sait tous que les indices américains et du coup la Fed est tout de même le moteur de croissance. Même si on voit qu'en Asie, il y a eu un rebond assez important, le CAC est aussi influencé par ce rebond que l'on voit aux États-Unis parce que l'inflation a légèrement baissé aux États-Unis, 7,7%. En Europe, on est toujours au-delà de 10%. Bien sûr, oui, donc, complètement. L'inflation est toujours là, la guerre en Ukraine est toujours là. Les PMI qui mesurent l'activité sont en baisse et pour autant on a ce rebond qui est toujours bien haussier. On a cassé tous les niveaux, les moyennes mobiles, ce support oblique également. Et là on est quand même sur un niveau technique important qui a servi de support à plusieurs reprises, de résistance puisque c'est quasiment le plus haut niveau qu'on a vu depuis avril de l'année dernière. Donc avril de cette année, pardon. Donc ici il faut casser ces 6600. 6600, 6650, qui permettrait d'aller chercher autour des 6800, voire par la suite proche des 7000. On voit sur le graphique 6914. En fait, ça correspond à l'ancien plus haut qu'on avait eu dans les années 2000. D'accord. On n'a pas dépassé, à la différence des autres actifs, on n'a pas dépassé ce niveau avant octobre 2021. Donc l'ancien plus haut historique datait de 2000 et non pas d'avant 2007 et la crise des subprimes. Donc ici, c'est un niveau aussi, les 7000 points, 6900, c'est un niveau important. Mais les 6600, à court terme, il faut les dépasser pour aller chercher un peu plus haut, mais on est de la même façon sans réel moteur. Les perspectives des entreprises sont négatives, les PMI... Oui, on est dans une euphorie, c'est ça, mais on n'a pas de moteur actuellement. Exactement. D'accord. Donc le risque reste baissier, même si on peut encore avoir quelques points, quelques centaines de points pour nous conduire proche des 6800. Très rapidement, Vincent Bois, un mot peut-être du yen, ou en tout cas de la parité dollar-yen. On a vu que le yen a touché un plus bas face au dollar depuis 30 ans, il y a quelques jours. Mais le yen se reprend peut-être du coup du fait d'une baisse légère du dollar sur ces derniers jours. Alors oui, tout à fait. Hein, le dollar américain, justement, c'est très corrélé. Lorsqu'on voit le dollar a fortement monté, tout le temps où les indices baissaient. D'accord. C'est corrélé. Les obligations, les taux des obligations vont grimper avec le dollar qui va grimper et ça va endommager ou en tout cas ça va amener une baisse sur les indices. Donc ici, cette forte hausse qu'on a eue jeudi suite à l'inflation a amené une forte baisse du dollar américain, une forte baisse des taux obligataires et le yen, en tout cas l'USD yen, en a profité. On en parlait, en tout cas on parlait justement, les deux cercles que l'on voit, ce sont les deux interventions de la BOJ. La Banque du Japon, qui a prévenu qu'elle allait intervenir sur le Forex en vendant du dollar et en achetant du yen pour soutenir sa monnaie. On voit que l'impact de la BOJ est très
petit. Alors que bien, l'euphorie sur les marchés américains, baisse du dollar américain, la BOJ leur dit merci. Parce que justement, cela amène à une forte baisse ici et donc à un regain d'espoir sur la hausse du yen. Donc voilà, techniquement, on peut avoir ce rebond et revenir dans le canal. Si on a justement un retour baissier important, très probablement cela va rebondir. Mais on suit avec attention et donc finalement on se rend compte que la BOJ qui intervient sur le marché n'a que peu d'effet, mais il faut vraiment un retour d'une baisse du dollar américain et donc de la confiance sur les marchés pour avoir justement un retour baissier ici et un retour haussier sur le yen. Et réintégrer le canal effectivement qu'on voit sur le graphique. Merci beaucoup Vincent Bois d'être venu donc dans le plan de trading de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes analyste technique chez IG. Merci. Et c'est pas reparti pour Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons le plaisir à présent d'être en duplex avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour John Plassard. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner à la mi-journée dans Smart Bourse. Beaucoup d'actualités à commenter ensemble. On va se tourner tout d'abord du côté de la Chine. On a découvert plusieurs actualités ou plusieurs décisions du gouvernement chinois ce week-end. Tout d'abord, l'idée d'infléchir légèrement cette politique zéro Covid avec une période de quarantaine un petit peu réduite, une politique d'arrêt brutal des vols lorsqu'on y trouvait trop de cas de Covid qui elle aussi a été un petit peu infléchi. Et puis il y a ces 16 mesures du gouvernement chinois dont on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais qui laissent entendre un soutien du gouvernement chinois au crédit lorsqu'il s'agit de promoteurs immobiliers en difficulté. Est-ce que, John Plassard, selon vous, cela peut avoir une incidence pour l'économie mondiale d'ici la fin de l'année ? Oui, tout à fait. C'est une information extrêmement importante et qui pourrait être la bonne surprise de cette fin d'année. Vous l'avez dit, la semaine passée, tout à fait de manière officielle, le gouvernement a annoncé un guide de 20 points de la Commission nationale de la santé qui visait à réduire les restrictions sur le Covid. Là, c'est 16 points très précis aussi qui ont été publiés sur le secteur immobilier chinois. Et puis, le grand changement qu'on a, notamment dans ces 16 points, c'est ce point qui devrait permettre un assouplissement temporaire des restrictions sur les prêts bancaires aux promoteurs. Donc ça, c'est très important puisqu'on savait que certains promoteurs étaient en difficulté, certaines banques ne prêtaient plus aux promoteurs et que, comme vous le savez, c'est un pan très important de la Chine, mais aussi au niveau mondial, puisque selon les calculs de Goldman Sachs, le marché immobilier local en Chine serait la plus grande classe d'actifs au monde. Donc on imagine bien qu'il y a un impact ici. Et lorsqu'on parlait de la Chine, et dernièrement les restrictions pour investir en Chine ou des entreprises qui étaient investies en Chine, on parlait notamment de deux choses, la politique du Covid-0 et évidemment le risque sur l'immobilier. Donc si on commence, alors il faut faire attention, tout n'est pas réglé évidemment, on va très doucement, mais si on commençait à avoir une lumière au bout du tunnel sur ces deux points, ça devrait être très positif. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'en Chine, normalement, lorsqu'on fait des annonces, on revient rarement dessus, contrairement à ce qu'on pourrait voir en Europe ou encore aux États-Unis. Donc on imagine que même si on devait, et on a vu ce week-end, on avait un record de cas pour la Chine à Pékin du nombre de personnes étant atteintes du Covid, eh bien ici, on a l'impression qu'on a un assouplissement sur ces deux points et que c'est extrêmement positif pour les marchés financiers et pour l'économie en général. Alors, John Plassard, cet assouplissement laisse quand même entendre un changement de stratégie de la part du gouvernement chinois. Est-ce qu'on peut pour autant assimiler cet assouplissement à une volonté de relance de l'économie chinoise par le gouvernement ? Oui, tout à fait. Je pense qu'en parallèle avec ce qui est en train de se passer, et je répète, les restrictions liées au Covid sont toujours bien présentes. C'est juste un assouplissement, un léger assouplissement, mais ça nous donne une ligne directrice pour 2023. Je vous rappelle quand même que les premières rumeurs qui étaient sorties il y a 10 jours de ça faisaient état d'un assouplissement à partir de mars prochain. Donc ici, on est déjà dans un assouplissement qui va voir le jour ces prochains jours. Donc c'est même plus positif que les rumeurs ne laissaient entendre. Alors ici,
Évidemment, il faut rappeler que l'année passée, c'était les 100 ans du Parti communiste chinois, que le gouvernement, lui, avait mis au milieu de l'échiquier le Parti communiste chinois, comme il se doit en Chine. Et effectivement, on voit ici qu'après avoir fait des remontrances, notamment aux leaders du secteur de la technologie et aux grandes entreprises immobilières chinoises, eh bien, on commence à détendre un peu la corde sur l'économie pour permettre d'avoir une année 2023 où on pourrait avoir potentiellement un retour de la croissance beaucoup plus vigoureuse en Chine qu'il n'est attendu aujourd'hui par le consensus. Alors, vous l'avez dit, John Plassard, effectivement, l'immobilier, c'est une part importante du PIB chinois, près d'un quart du PIB chinois. Est-ce que ces mesures d'assouplissement, alors il est peut-être trop tôt pour les dire, mais ces mesures d'assouplissement pourraient venir remettre en cause des scénarios récessifs en Europe ou aux États-Unis ? Alors, je dirais aux États-Unis peut-être, parce qu'on sait que le premier partenaire économique des États-Unis, c'est la Chine et inversement. D'ailleurs, les deux leaders sont en train de se rencontrer actuellement. Et donc, pour les États-Unis, oui, on pourrait avoir une récession très douce, je dirais, voire éviter la récession aux États-Unis en début d'année prochaine si les choses devaient se détendre et que la demande chinoise devait repartir. En Europe, évidemment, c'est complètement différent puisqu'on a une problématique géopolitique avec la guerre en Ukraine, on a un problème politique avec les différents gouvernements de tous bords en Europe, et puis on a une problématique aussi au niveau monétaire puisqu'on sait que la Banque centrale européenne est largement en retard sur le cycle économique, beaucoup plus que la Fed. Donc ici, le redémarrage progressif de la Chine ne va pas empêcher l'Europe de rentrer en récession, mais ça pourrait peut-être accélérer la sortie de cette récession en 2023. Un mot, John Plassard, à présent de la Fed. Alors, les investisseurs ont pu découvrir jeudi dernier la statistique de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre, qui recule légèrement par rapport au mois de septembre, 7,7% sur un an en octobre, 6,3% dans sa version core. Il y a eu une espèce d'euphorie des marchés financiers à la suite de cette publication. Christopher Waller de la Fed a lui tempéré un petit peu cette euphorie en disant nous continuerons, la Fed continuera ses hausses de taux, mais il est vrai que l'on peut anticiper un changement de tempo, un ralentissement du rythme. Est-ce qu'on se rapproche d'une pause selon vous, John Plassard ? Écoutez, pas dans l'immédiat, parce qu'il est vrai, vous l'avez rappelé, que les marchés ont fortement monté depuis jeudi passé. Il est vrai aussi que c'est dû à des éléments techniques, puisqu'on sait que c'est le plus grand short squeeze, c'est-à-dire rachat de positions vendeuses sur 2 jours de l'histoire des États-Unis. Donc c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable qu'on a vu au niveau technique. Mais évidemment, ça redonne la confiance parce qu'on voit que le momentum est baissier. C'est le 4e mois consécutif qu'on a une légère baisse de l'inflation. Mais évidemment, on est quand même proche de 8% avec 7,7%. Ce qui est intéressant dans ce que dit Christopher Waller, qui est membre de la Fed, c'est qu'il essaye de tempérer un petit peu. Il faut rappeler ici une chose, c'est que 4 fois de suite, la Banque centrale américaine a remonté ses taux de 75 points de base, ce qui est déjà assez rare. Donc, ce qui est en train de nous dire, c'est de dire n'attendez pas 75 points, attendez 50 ou autre, mais attendez 50 points de base, mais dans une continuité. C'est-à-dire que la Fed va essayer à plusieurs reprises de tester le marché, de regarder si effectivement les premières hausses de taux qui étaient extrêmement agressives, comme on l'a dit, 3% en l'espace de 4 réunions, eh bien, est-ce qu'elles ont un effet sur l'inflation et est-ce qu'elles ont un effet sur l'emploi? Parce que je vous rappelle quand même que le but de la Fed est de faire remonter le taux du chômage pour que la demande baisse et d'un autre côté, de faire baisser l'inflation. Donc ici, il ne faut pas croire que c'est une pause. Il ne faut pas croire que cela nous annonce une pause. Il faut simplement penser que la Fed, comme elle le dit, est plutôt data dependent, qu'elle regarde les statistiques et potentiellement, on sait que c'est une donnée extrêmement volatile, l'inflation, que potentiellement, si elle remonte, eh bien, elle sera prête, pourquoi pas, à remonter début d'année prochaine ces taux de 75 points de base.
Dernière question, John Plassard, cette fois-ci sur l'écosystème crypto-monnaie dont on parle effectivement beaucoup depuis quelques jours à la suite de la faillite du deuxième opérateur de crypto-monnaie, de la deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaie au monde, FTX, qui a fait faillite vendredi dernier. Ça pose beaucoup de questions, évidemment, pour les utilisateurs, s'ils pourront récupérer leurs actifs, sur les suites qui seront données d'un point de vue régulation ou réglementation. Et on voit un certain nombre de grands acteurs des crypto-monnaies appelés à la prudence dans cette période un petit peu complexe, dont on ne sait pas d'ailleurs si cela va avoir des incidences sur d'autres plateformes, s'il y a d'autres surprises peut-être à découvrir également. Que faut-il attendre selon vous pour la suite ? Écoutez, d'abord, je dirais qu'il faut noter que la plateforme FTX est comparable de ce qui s'est passé dans le monde économique à la faillite de Enron, qui n'avait pas remis en question les fonds de pension, et puis la faillite de Lehman en 2008, qui n'avait pas remis en question le système même bancaire. Alors maintenant, l'autre chose, ce qu'il faut dire, c'est que le dommage, au-delà du dommage financier et des personnes qui ont perdu de l'argent dans cette histoire, c'est que ça remet en cause la crédibilité des crypto-monnaies. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est qu'on est quand même dans une phase d'apprentissage. On est quand même dans une phase où le Bitcoin, par exemple, a à peine moins de 10 ans d'existence. Donc on est dans une situation où, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir nombreuses consolidations. Elle va se passer à travers de ce qui est en train de se passer avec FTX. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va passer par des phases comme aujourd'hui, d'extrême volatilité. Mais est-ce que ça remet en question les crypto-monnaies ? Est-ce que ça remet en question l'architecture derrière les crypto-monnaies, c'est-à-dire la blockchain ? Non, je ne le pense pas, puisque on sait que même les banques centrales voudraient avoir ce qu'on appelle des devises virtuelles comme le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple, mais effectivement ça met un frein à la progression de la thématique, et surtout lorsqu'on regarde les montants qui ont été perdus, puisqu'on sait que c'est des dizaines de milliards de dollars qui sont en jeu ici, et que effectivement on va être dans une situation où lorsqu'il faudra choisir sa bourse d'échange de crypto-monnaies, on y regardera à deux fois avant d'aller chez Binance ou d'autres acteurs, et en essayant de choisir l'acteur considéré comme l'acteur le plus sérieux. Très rapidement, John Plassard, est-ce que cela peut avoir un impact sur les marchés financiers plus traditionnels, notamment sur les marchés actions ? Écoutez, oui, d'une certaine manière, parce qu'on sait que de nombreux hedge funds, on sait que de nombreuses banques et on sait que de nombreuses entreprises étaient investies dans FTX et étaient investis dans les crypto-monnaies en plus général. On peut prendre le cas de Tesla, par exemple, qui sont très fortement investis dans le Bitcoin. Alors évidemment, ça n'a pas un lien direct, mais la valeur du Bitcoin a baissé, donc on aura un impact direct sur les résultats de Tesla lors du 4e trimestre de cette année. Donc effectivement, on est dans une situation de défiance, on est dans une situation de méfiance, et ça peut avoir un impact. Mais imaginons que d'autres grands acteurs s'effondrent. C'est pas pour ça que l'économie réelle, entre guillemets, va s'effondrer. Mais évidemment, c'est pas un bon signal pour ceux qui voudraient rentrer dans les actifs un peu plus risqués. Merci beaucoup, John Plassard, de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabaud. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct, et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.